Moi, tête fêlée, allégorie des 1001 peines du ghetto, ma quête de symphonie vitale échoue. La voix naufragée, maintenant, mon souffle résonne dans une spirale de mots, étrange cacophonie. Mon nom est un poème de fin du monde. Moïse des eaux, prends ça pour principaux. Ma beauté de l'oba qui est pour plein canari moins. Moïse des eaux, prends ça pour principaux. Ma beauté de l'oba qui est pour plein canari moins. Moi y'a chien moi t'arrête le défier. Moi y'a l'autre là, moi t'arrête le pas fait trop. S'il mange v'lin voisinage pas les mapper. Moïse des eaux, prends ça pour principaux. Ma beauté de l'oba qui est pour plein canari moins. Moïse des eaux, prends ça pour principaux. Ma beauté de l'oba qui est pour plein canari moins. Moi y'a chien moi t'arrête le défier. Oh yeah. Y'a l'autre là, moi t'arrête le pas fait trop. S'il mange v'lin voisinage pas les mapper. Bienvenue à toutes et à tous. Je vous invite chez moi, dans ma cuisine, et je vous souhaite la bienvenue. Aujourd'hui, nous avons un invité singulier, remarquable. Il est né en 1994 à Côte-de-Fer, en Haïti. Il est poète avant tout et dramaturge, poète de grand talent. Il s'appelle Jean d'Amérique. Il a créé en 2019 avec le collectif Loc Urbaine le Festival international trans poétique de Port-au-Prince, dont il est actuellement le directeur artistique. Bienvenue à toi, Jean d'Amérique. Alors, Jean d'Amérique vient de publier son premier roman intitulé Soleil à coudre chez Actes Sud. C'est un roman qui fait environ 130 pages. Qui est disponible évidemment dans toutes les librairies parisiennes. Alors, c'est un roman, moi je l'ai lu avec beaucoup d'intérêt et je pense que j'aurai l'occasion d'en parler évidemment au cours des discussions qu'on va avoir. Alors, je dois rappeler que les mardis du Petit Lectorat, c'est un espace de réflexion, de discussion autour de la littérature et aussi ici, on fabrique des idées, on fabrique de la réflexion. Alors, ce roman, Soleil à coudre, c'est l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle Tête Fêlée. Alors, Tête Fêlée qui vit dans une banlieue porto-princienne, malheureusement, qui est d'actualité en ce moment. C'est la Cité de Dieu. Tête Fêlée vit avec son beau-père, qui aurait pu être son père, si on croit la légende de la bouche qui donne et de l'oreille qui reçoit, évidemment, il aurait pu être son père, son beau-père, papa. Et qui est un grand bandit, un bandit de grand chemin, qui fait partie des grands bandits du quartier. Et sa mère, Fleur d'Orange, qui est, on va dire, une prostituée. Tête Fêlée, la narratrice, évidemment, qui raconte sa vie, son aventure dans cette violence, et aussi elle parle beaucoup de sa passion pour une camarade de classe qui s'appelle Silence. Donc voilà le décor, on est plongé à la fois d'un côté une violence extrême et d'un autre un amour lumineux. Alors, j'ai lu ton roman, Jean, avec, comme je le disais tout à l'heure, avec beaucoup d'intérêt, et c'est très beau, c'est magnifique. Je ne trouve pas les adjectifs pour en parler. C'est un chant poétique, c'est beau tout simplement. C'est beau à lire, c'est beau à entendre. Alors, dis-moi, Jean, pourquoi passer de la poésie au roman? Est-ce que ta poésie ne pouvait plus contenir, on va dire, cette rage, tu avais envie de raconter cette histoire? En fait, je crois que la poésie est toujours présente dans tout ce que je fais. En fait,
Donc voilà, avant j'écrivais des poèmes plus exactement, c'est-à-dire cette forme où le langage est condensé dans un espace et à un moment donné ça explose. Et à la fois dans le théâtre que j'écris, dans ce roman aussi, c'est un peu la même démarche qui continue, mais en tout cas là elle a la possibilité de se déployer beaucoup plus, c'est-à-dire de l'étendre, de marier ça avec une histoire, parce que là, il est vraiment question d'une histoire qui est racontée. Et moi, je trouve que le lieu où ça devient littérature, c'est quand on arrive en tout cas quand j'arrive à trouver une enveloppe, à trouver une forme qui peut sublimer cette histoire en fait, qui peut lui donner une autre allure, où la langue se veut belle, où la langue veut aider l'histoire à exister. Voilà. Donc c'est la démarche poétique qui continue, mais sous une autre forme. Mais moi, je parle de l'histoire. Évidemment, je le disais, c'est un chant poétique. Tu écris ce roman, on dirait, avec un souffle poétique qui déchire. Et donc, pourquoi cette histoire? Pourquoi c'était de Dieu? Moi, je m'intéresse à raconter les lieux d'où je viens, déjà. C'est-à-dire... j'écris à partir de ce que je vois, je vis, de ce qui se passe autour de moi. Et moi, je suis passé par des lieux comme ça et qui, aujourd'hui, se cristallisent en moi, qui m'habitent complètement. Et quand on écrit, c'est une plongée dans ces lieux intérieurs, dans ces lieux qui nous ont marqués, dans ces histoires qui nous hantent, qui nous traversent et qui nous commandent de les raconter, en fait. C'est pour ça qu'on peut aussi sentir qu'il y a une urgence de cracher une parole, de raconter une histoire comme si c'était un geste ultime, en fait. Et c'est de cette nécessité-là que vient cette histoire. Après, je pars d'une réalité sans vouloir faire du reportage, mais de transformer les matériaux du réel en y ajoutant le grain de sel de l'imaginaire. Voilà, j'essaie de transformer le réel et arriver à dire quelque chose au monde, en fait. Parce que l'idée... D'en faire œuvre. Voilà. D'en faire œuvre, mais surtout aussi de créer un espace où je peux rêver d'autre chose. Parce que je parle de ces lieux, de ces réalités qui peuvent être assez violentes à la base. Mais mon idée, c'est pas uniquement de les relayer ou de ressasser cette violence, mais c'est de les donner à voir et chercher au-delà quelque chose d'autre, en fait, un autre monde. Tu dis urgence. Est-ce que ce serait un acte d'exorcisme personnel? Dans l'acte même en soi d'écriture, c'est assez solitaire peut-être, c'est assez personnel. C'est une démarche qui demande du temps, il faut être calme avec soi-même dans un certain sens pour trouver les moments pour raconter tout ça, mais je sais que j'écris pour parler au monde. C'est ça le but de cette parole, c'est de la partager avec d'autres. Donc
voilà, je dirais que écrire ce texte, écrire mes textes, c'est une démarche personnelle, une démarche solitaire, mais qui va à un moment donné au monde, qui va voyager dans les paysages de l'autre et espérer trouver une bonne terre pour semer quelque chose qui va peut-être nous amener à un chemin de lumière. De lumière, tu dis de lumière parce que tu penses qu'on est dans un moment de ténèbres, non? Oui, en tout cas, dans ce que raconte Soleil à coudre, c'est une histoire qui se passe dans un cadre assez ténébreux. C'est une longue nuit, en fait, que ces personnages, ils traversent. Tête fêlée, Fleur d'orange, Papa et les autres. Ils sont en train de traverser une longue nuit et la narratrice est en quête absolue de lumière, en fait. Et c'est aussi un peu le contraste que j'ai essayé de créer avec Tête fêlée qui, d'un côté, vit des événements, des épisodes assez sombres, et d'un autre côté, elle a trouvé une fenêtre d'existence à travers cet amour qu'elle nourrit, ou même l'idée de cet amour qu'elle nourrit pour une camarade de classe. Et c'est un peu là qu'elle va trouver sa raison d'exister, sa raison d'être, et un espoir en fait d'arriver vers la lumière. Donc à 26 ans, tu publies ton premier roman. Ne vois-tu pas une longue carrière d'écrivain, de romancier devant toi? À vrai dire, je sais pas. Parce que... C'était juste un essai, c'est juste un essai ou... Je sais pas, c'est toujours un essai, je pense. Écrire, pour moi, c'est une démarche perpétuelle. Ça veut dire on n'est jamais sûr de quelque chose, dans le sens où on n'arrive pas à un moment où on dit bon, ok, ça va, je vais faire 10 romans après, je vais faire 20 livres après. Non. À chaque fois, c'est un essai, c'est un renouvellement qu'on cherche, c'est une quête de nouveauté, donc ouais, je sais pas pour l'avenir. Et moi, bon, très souvent on fait référence à l'âge, au fait que voilà, jeune. Non, je ne dis pas jeune. Hein. non. J'ai fait très attention de ne pas dire jeune. Non, mais ce que je dis là, bon, je vais le dire d'une manière générale, c'est que pour moi, l'âge, c'est pas une qualité en soi. Ça, en fait, du coup, je sais pas, ça se trouve que demain je m'étends et c'est l'œuvre que j'aurais laissée. Non, moi je le dis parce que je souhaite pas, mais voilà. Oui, mais je le dis parce que je sais que tu t'y consacres entièrement. Oui, ce qui est sûr, c'est que je vais toujours écrire. Ouais, ça, j'ose faire cette prédiction sur l'avenir. Je vais toujours écrire, c'est ce que j'ai toujours fait. Et je me plais bien là-dedans comme activité. Et j'ai toujours des choses en chantier, j'ai toujours des projets d'écriture en chantier. Voilà, dans plusieurs directions, des poèmes, du théâtre. Et voilà, me voilà lancé dans cette aventure du roman. En tout cas, ça fait longtemps, mais voilà, c'est publié cette année, en 2021. Mais ce livre, je l'ai commencé en 2016. Donc voilà, entre-temps, j'ai fait autre chose. J'ai publié d'autres choses. Mais en tout cas, c'est une forme qui m'intéresse, le roman. Parce que je sens que je trouve un plaisir dans le fait de raconter, en fait, dans le fait de... Voilà, déployer dans la prose une grande liberté, mais aussi une grande responsabilité.
dans le sens que le fait que je travaille beaucoup avec la poésie, j'ai une tendance aussi à construire quelque chose de dense dans le sens que une parole assez concentrée, qui soit concise, qui soit précise, et en même temps qui ne traîne pas, qui existe pour dire quelque chose, en fait, et dans un espace assez condensé. Mais c'est là aussi, je vois que tout ton talent, c'est que tu arrives à faire ça, et avec beaucoup d'images. Et voici qu'a disparu cette part de lumière. Tout ce qui reste de moi, c'est une cave de mots âcres, une coulée de phrases sales. Voici que s'éloigne de moi ma lune, mon cœur miroir. Et tout ce qui subsiste de mon champ intérieur, c'est une flopée de métaphores engluées d'images pâles, un poème douleur. Ni le sable de toutes les mers, ni le blé de Chine, ni les corps humains pris pour dépôt de bombes en Syrie, ni les bouches en manque de pain, ni les réfugiés mutilés au scapel des frontières, ni les balles qui font musique à Port-au-Prince, ni les cadavres de Titaniens. Rien, rien au monde ne peut égaler les dégâts légués à mon être par l'absence de mon amoureuse d'un jour. Un poème douleur, tu as dit. En effet, le livre, c'est un poème, un long poème douleur. Alors, pourquoi Soleil à coudre? Pourquoi ce titre? C'est une... Soleil à coudre, c'est une sorte d'écho à ce qui se passe dans le livre, quelque part. C'est-à-dire, comme c'est un peu une odyssée très ténébreuse, très sombre, et on voit que le personnage principal, Tête Fêlée, elle est constamment en quête d'un soleil, en quête d'une lumière. Et voilà, c'est un peu pour traduire cette quête-là. Et aussi parce qu'il y a dans l'histoire beaucoup de vies déchirées, beaucoup de vies brisées que j'essaye de coudre, en fait, que j'essaye de redorer. Je me demandais, en fait, parce que c'est quand même ton premier roman, et tu choisis une femme comme protagoniste, une jeune fille. Et ça m'a rappelé une conversation avec Kelly Mars, à qui on a imputé justement d'avoir choisi un protagoniste mâle, en lui disant qu'est-ce que tu peux bien savoir du psyché masculin. C'est pas la question que je te pose, mais plutôt qu'est-ce que ça te permet de faire? Est-ce que ce choix t'ouvre des champs d'exploration? Ou pourquoi, tout simplement? Pourquoi choisir de raconter ça à travers la voix d'une jeune fille? Quand j'écris, et dans le cas d'un récit, j'aime bien me plonger dans le corps, dans l'âme des personnages, et je crois que c'est ça aussi l'exercice de tisser une histoire, c'est d'habiter pour un temps le corps, l'esprit de quelqu'un et voyager avec cette personne, se fondre en elle. Et c'est cette expérience que j'ai tentée à travers la voix de cette jeune fille. Et en fait, pareil pour les personnages masculins qui sont dans le roman, c'est aussi un déplacement que j'ai dû faire parce que c'est pas moi qui suis le personnage, c'est voilà, le temps de l'écriture, j'habite ce personnage. Et aussi, c'était important pour moi de camper ce personnage en tant que jeune fille, en fait, parce que j'ai pas très souvent l'occasion de lire ce genre de récit qui en fait qui représente
bon, ouais, qui représente la femme en fait dans des histoires en tout cas de ce type-là. Et l'expérience que j'ai tentée, c'est vraiment de placer cette petite fille là où on attendrait peut-être, ou même sûrement, un petit garçon. Et c'est très important pour moi de déplacer le regard, mais sans le signifier directement, sans faire quelque chose de très frontal ou ouais, genre une espèce de revendication clamée, assumée tout de suite, mais plus très subtilement de voilà, déplacer le regard, proposer quelque chose que j'ai envie de voir naître en fait. Tu as parlé tout à l'heure de lumière, que tu espères que ton œuvre fasse jaillir quelque part, peut-être dans les contrées lointaines, une lumière. On sait très bien que cette histoire qui se passe à Cité de Dieu, à Port-au-Prince, est en parfait écho avec l'actualité en Haïti, évidemment. Alors, est-ce que tu fais œuvre, évidemment, tu fais œuvre tout court, elle est à la fois politique, poétique, etc. Mais est-ce que tu espères que cette histoire fait jaillir un peu de lumière dans ce quartier que certainement tu as connu, que moi j'ai connu, et comment? En fait, disons que très concrètement... La littérature peut changer le monde. Non, mais très concrètement, je peux pas dire que j'ai écrit ce livre pour mettre de la lumière dans ce quartier. C'est pas ça. Après, je pense qu'un livre, à partir du moment où voilà, le texte il est partagé avec le public, il y a des chances que ça sème des graines quelque part en fait. On ne sait jamais. Moi, ma rencontre avec les livres, ma rencontre avec les mots, la littérature, ça a apporté quelque chose dans ma vie. Ça m'a radicalement transformé en fait, et aujourd'hui la personne que je suis et toute la quête de ma vie, ça vient de ce qui m'a nourri dans les livres et qui continue encore de me nourrir. Donc voilà, je pense pas vraiment que en écrivant ce livre je vais me dire je vais sauver ce quartier, mais j'espère en tout cas en le partageant avec d'autres, que ça va rencontrer peut-être des gens chez qui ça va avoir une résonance et que ça va peut-être les interpeller ou les aider à trouver un certain chemin. Mais ça me fait penser beaucoup à cette phrase que je trouve très juste de Franck Etienne, écrivain haïtien, qui dit, bon, je vais peut-être un peu paraphraser, mais il dit que peut la littérature face à un enfant qui meurt de faim? Que peut la littérature face à un innocent qu'on assassine? Rien. Et pourtant, une seule phrase dans un seul livre peut sauver toute l'humanité. Voilà, je trouve ça très juste parce que à la fois, ben oui, concrètement, je vais pas te dire en mettant ce livre entre tes mains, je vais te sauver. Mais tu vas peut-être rencontrer, voilà, une phrase, un livre, quelque part, n'importe lequel, et qui va, voilà, te réveiller ou t'apporter quelque chose, t'apporter une autre perspective qui va t'aider dans ta vie. C'est comme en écoutant l'autre en fait, comme en écoutant quelqu'un qui te donne des conseils, quelqu'un qui
qui te parle en fait, qui peut t'apporter quelque chose, on ne sait jamais. Et je crois que les livres, c'est un peu des bouteilles à la mer comme ça qui vont peut-être rencontrer d'autres cœurs sur la rive. Ok, moi je sais que la littérature, que les livres ont une grande place dans ma vie, mais je ne parle jamais de la toute-puissance de la littérature ou que, voilà, je ne parle pas du livre comme le seul sauveur du monde. On peut se nourrir de beaucoup de choses, de beaucoup d'autres choses que le livre. Le livre, c'est l'un, voilà, les livres, c'est l'un des moyens. Et c'est pas n'importe quel livre. Voilà, je dis, c'est pas n'importe quel livre. Voilà, c'est l'un des moyens, mais c'est pas le seul. Donc, il y en a, par exemple, moi, je me suis beaucoup nourri. D'ailleurs, ça peut se ressentir dans ce que j'écris. Je me suis beaucoup nourri en écoutant du rap. Donc, voilà, ça m'a beaucoup construit aussi. Et voilà, c'est pareil pour les livres. Ça peut rencontrer des gens. Mais je trouve qu'il y a une petite pente un peu, je sais pas, dangereuse sur la responsabilité qu'on donne à Jean par rapport à ce texte. Oui, il écrit très proche du réel. Oui, il veut dire quelque chose de son rapport au monde ou de son rapport aux autres. Mais vouloir que la littérature porte un message, est-ce que vouloir qu'il sorte quelque chose, un propos, je sais pas, construit sur la politique ou sur Cité de Dieu, est-ce que ce n'est pas en même temps oublier toute la beauté, enfin, que je sais qui est dans Soleil et la coude, toute l'esthétique de cette langue? Est-ce que lui faire de Jean juste un messager, un facteur, je sais pas, de quelques entités? Donc est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de plus fort dans cette langue qu'il travaille, dans cette poésie qu'il porte depuis longtemps, dans sa sensibilité qu'on a parlé? Est-ce que, je sais pas, est-ce que sa littérature, même si ce qu'il écrit porte politique, est-ce que c'est obligé d'être politique? Donc voilà ce que je refuse en fait dans... Mais tu l'as dit, mais tu as posé la question, tu as répondu. De toute façon, l'œuvre, elle est politique. On n'y échappe pas. Et la beauté n'empêche pas la politique. La beauté, bon, moi je voulais pas dire le mot, l'engagement. Dès lors qu'on choisit d'écrire, on s'engage quelque part. En dehors de ça, en dehors du livre, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui à Cité de Dieu? Voilà, déjà, je l'ai dit tout à l'heure, le roman, c'est pas un reportage. Ça m'intéresse pas. Quand on est en littérature, c'est autre chose. En tout cas, la démarche que j'essaie de faire, c'est de transformer le réel en cherchant une certaine vérité, en fait. Du coup, si on parle d'autre chose, si on parle de ce qui se passe maintenant en Haïti, je vais te dire que c'est absolument terrible parce que il y a une sorte d'avalanche de violence. Alors, le roman peut très bien faire écho à tout ça. D'ailleurs, c'est ce que je disais tout à l'heure. On écrit quelque chose et ça se trouve que dans un temps ou un autre, ça fait écho à quelque chose d'autre, qui soit d'actualité. Et c'est peut-être ce qu'on peut ressentir à la lecture du livre par rapport à ce qui se passe en Haïti aujourd'hui et qui est terrible. Je trouve abominable parce qu'il y a un déferlement de violence et un pouvoir répressif qui essaie de perpétuer tout ça. Mais voilà, pour revenir à ma démarche en tant qu'écrivain, tout mon travail se tient là. Cousin, c'est pas de sorte dis-moi. Cousin, c'est pas de sorte dis-moi. Ou te dis comme ça, je place avec moi, ou à marier avec moi. Cousin, c'est pas de sorte dis-moi. Moi dis cousin, c'est pas de
ça te dit moi. Ou te dit qu'on ça joue placé avec moi, ou ap marié avec moi. Non point wop, non point jipon. Non point wop, non point jipon. Grand merci Pierre Mango qui t'aide devant pote là qui sauve la vie moi. Grand merci Pierre Mango qui t'aide devant pote là qui sauve la vie moi. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette émission. Merci à tous nos amis qui étaient là en présentiel et qui ont contribué à la réussite de cette belle rencontre. Je veux dire Jaina Saïr, Eliana Vagalo, Henri Roy, Ruisland Olis et tous nos amis d'Haïti Inter. Et je vous rappelle, Soleil à coudre, vous le retrouverez dans toutes les librairies parisiennes. Alors, je ne voudrais pas finir cette émission sans envoyer un message de solidarité. Et je précise que cela ne concerne que moi. Un message de solidarité à tous les amis, la famille, les camarades de lutte en Haïti qui se mobilisent pour un lendemain meilleur, pour une société plus équilibrée, plus juste. Alors sachez que vous n'êtes pas seul et que vos luttes, que votre mouvement a une certaine résonance ici. Du moins, on s'efforce à donner cet écho à vos revendications. Merci à vous tous et à bientôt. Moïse des eaux, prends ça pour principaux. Ma beauté de l'eau qui est pour plein canari moi.